Mesdames, Messieurs, nous allons parler aujourd'hui du deuxième opus de la formation Génération-Régénération avec un focus sur les épicondylalgies, en particulier latérales, dénommées aussi tennis elbow. Plusieurs tendons s'insèrent sur l'épicondyle latéral, mais les deux plus souvent atteints dans l'épicondyle latéral sont l'extenseur commun du doigt et surtout le court extenseur radial du carpe. On notera que le court extenseur radial du carpe est le plus profond. C'est un muscle avec une surface tendineuse qui est relativement importante comparativement aux autres et une surface d'insertion qui est 13 fois moins importante sur l'épicondyle latéral que par exemple le long extenseur radial du carpe, ce qui explique qu'il soit souvent atteint. Par ailleurs, il faudra toujours penser au diagnostic différentiel et notamment aux rares atteintes de la branche postérieure du nerf radial, comme on peut le voir sur l'image ici échographique avec un renflement du nerf lors de son passage sous l'arcade de Freuse. Le symétrique du tennis elbow, c'est le golf elbow ou épicondylalgie médiale qui va toucher l'insertion commune du rond pronateur ou pronateur terrestre, du fléchisseur radial du carpe, du long palmaire et aussi du fléchisseur ulnaire du carpe. On notera la fréquente atteinte du nerf ulnaire dans ce type de tendinopathie. En cas de tendinopathie aiguë, donc une lésion récente de moins d'un mois en tout cas, eh bien on retrouve en anatomopathologie des lésions inflammatoires et les modalités thérapeutiques sont assez simples et standardisées. Il s'agit de repos complet ou repos relatif avec ou sans attelle immobilisant le poignet et les doigts, l'application de glace régulièrement dans la journée et puis les anti-inflammatoires en patch ou en pommade. Les choses sont bien différentes quand la tendinopathie traîne au-delà de 6 à 8 semaines. Dans ce cas-là, sur le plan anatomopathologique, on retrouve une tendinose angiofibroblastique et plus du tout de cellules inflammatoires. Les modalités thérapeutiques sont beaucoup plus variées et plus hasardeuses, avec notamment la rééducation, mais aussi l'application de patchs de trinitrine, les ondes de choc, la sclérothérapie, les infiltrations, la chirurgie. Nous allons détailler quelques-unes de ces thérapies. En tout premier lieu, la rééducation. Donc la physiothérapie type ultrason en particulier n'ont jamais montré leur efficacité. Les massages transverses profonds ont une efficacité faible dans la revue de littérature Cochrane réalisée en 2002. En revanche, les exercices excentriques donnent des résultats intéressants. Dans cette étude de Svernloff en 2001, 36 patients réalisaient des exercices excentriques, donc de freination du mouvement, associés à de l'étirement. La rééducation donne des résultats intéressants. La physiothérapie, en particulier les ultrasons, n'ont jamais montré leur efficacité. Les massages transverses profonds ont une efficacité faible dans la revue Cochrane de la littérature, réalisée en 2002. Quant aux exercices excentriques, eh bien, ils sont assez efficaces. On peut l'illustrer avec cette étude de Svernloff, qui a recruté 36 patients. Donc une moitié des patients faisaient de l'exercice excentrique, l'autre moitié faisait de simple stretching. Dans tous les cas, ils avaient en port en plus une attelle nocturne. Eh bien, l'efficacité a été prouvée de l'excentrique dans l'épicondylite latérale, et ce, quelle que soit sa durée initiale. Dans l'étude, 3 mois de traitement a été nécessaire pour obtenir 66% de très bons et bons résultats qui se maintenaient à 3 ans de recul. Et en particulier, ça stimule la synthèse de collagène 1. Alors en revanche, il faut que l'exercice soit bien fait. Vous voyez en bas à droite le travail avec un élastique pour une épicondylite latérale et en haut à droite le travail pour une épitrocléite ou épicondylite médiale. La trinitrine a été montrée efficace dans une seule étude réalisée par des Italiens. 86 patients ont été recrutés dans une étude prospective randomisée en double aveugle. 2 groupes ont été réalisés, un groupe placebo et qui faisait de la rééducation en plus, et un groupe qui mettait un patch de trinitrine associé à la rééducation. Donc il s'agit de patchs faiblement dosés, donc c'est un quart de patch de 5 mg, et l'amélioration clinique était présente dès 2 semaines avec 81% de guérison à 6 mois. Bien que les résultats
soit plus controversée. Il y a eu de nombreuses études qui sont parues sur les ondes de choc, notamment cette méta-analyse de 10 études avec 948 patients publiée en 2007, avec globalement des résultats très positifs. Les critères de réussite du traitement, c'était d'avoir à faire une tendinopathie récalcitrante, donc qui traîne un petit peu, une application hebdo ou bi-hebdomadaire d'ondes de choc, réalisée sans anesthésie locale pour cibler vraiment la zone la plus sensible, et en utilisant une puissance relativement importante, donc des ondes de choc douloureuses par définition. Les ondes de choc sans douleur, c'est de la placebo-thérapie. 65% de bons et très bons résultats à 3 mois pour l'épicondylite, contre 28% dans le groupe placebo, et des résultats un peu plus contestés pour l'épitroclite, avec 57% de bons résultats dans la série ouverte de la barrière saillant, concernant 42 cas. Dans notre série ouverte d'ondes de choc radiales, avec un recrutement sur 6 ans, nous avons pu traiter 39 patients pour tennis elbow et 15 patients pour golf elbow. Dans tous les cas, associés aux ondes de choc étaient associés à un travail excentrique, et les résultats ont été bien supérieurs à ce qu'on trouve dans la littérature, avec, vous voyez, dès 2 mois de traitement, 71% de bons résultats, très bons résultats, ou de gens complètement guéris, et 66% pour le golf elbow, et des résultats qui sont encore améliorés à 6 mois et qui se maintiennent à 12 mois. Le laser est une autre modalité thérapeutique qui donne des résultats tout à fait intéressants. Dans l'étude de l'âme en 2007, une comparaison laser versus laser placebo a été effectuée sur 39 personnes, et le laser semblait supérieur sur le score EV à douleur, sur des scores fonctionnels tels que le DASH, et sur la force maximale de grip, c'est-à-dire la force de serrage de la main. Dans l'étude de Roberts, là encore une comparaison laser versus laser placebo, 60 patients recrutés, et là encore le laser était montré pour être efficace sur tous les items à 3 mois, 6 mois et 12 mois. Et dans l'étude de Hackert qui a comparé le laser au port d'un bracelet anti-épicondylite sur 65 patients, et bien là encore le laser était efficace et supérieur au bracelet dès les premières séances, et une efficacité supérieure qui s'est maintenue tout au long de l'étude et sur un suivi de 6 mois. Concernant l'infiltration de corticoïdes, donc les produits les plus anciennement utilisés en infiltration, eh bien on sait depuis 2002 que les résultats obtenus sont plutôt pas terribles. Dans cette étude publiée dans le Lancet, on retrouve une efficacité à court terme très intéressante, puisque 92% des gens n'ont plus mal à 6 semaines versus 32% dans le groupe témoin wait and see, donc qui n'ont absolument rien fait. En revanche, on se rend compte qu'à long terme, donc à 1 an, 31% des gens seulement qui récidivent. Concernant l'efficacité des corticoïdes en infiltration, une étude publiée par Smith en 2002 a bien montré l'efficacité bien connue à court terme des corticoïdes, avec 92% de succès à 6 semaines contre 32% dans un groupe témoin sur lequel aucune thérapie n'était réalisée. En revanche, à long terme, on retrouve beaucoup plus de récidives, avec 31% de gens qui récidivent à 1 an contre 17% seulement dans le groupe wait and see. Une autre étude réalisée à la même époque par Altay a montré une efficacité comparable à moyen et long terme d'une infiltration de corticoïdes versus une infiltration d'anesthésiques seule. Alors devant ces résultats très décevants des infiltrations, des médecins ont essayé d'utiliser d'autres formulations, et notamment le plasma riche en plaquettes. Alors, cela consiste à réaliser une prise de sang dans un tube stérile, centrifuger le sang pour récupérer les plaquettes. Les plaquettes, c'est ce que vous voyez en jaune à la surface, enfin à la partie superficielle du tube, puisque les plaquettes sont dans le sang les éléments les moins denses. Et ensuite, une fois que les plaquettes ont été isolées, on les réinjecte dans les tissus lésés. Les plaquettes, en mourant, libèrent de nombreux facteurs de croissance qui stimulent la synthèse de protéines et la réparation tissulaire. 2 études déjà anciennes ont montré de façon randomisée et contrôlée la différence nette entre corticoïdes et PRP, avec un résultat plus rapide des corticoïdes. C'est toujours le traitement le plus rapidement efficace en cas de douleur.
mais en revanche une amélioration à distance de 73% dans le groupe des gens traités par PRP contre 49% dans le groupe traité par corticoïdes à 1 an et des résultats identiques à 2 ans. C'est-à-dire que le PRP fait mieux que les corticoïdes à moyen et à long terme. Ces résultats ont été confirmés depuis par de nombreuses études. Et puis les méta-analyses retrouvent aussi une efficacité nette du PRP à 3 mois, 6 mois et 12 mois de l'infiltration. Par ailleurs, il ne semble pas utile dans les infiltrations de PRP de réaliser une rééducation dans les suites. Alors, on trouve quand même des études contre le PRP dans la littérature. J'en ai détaillé 2 qui ont été bien faites, mais dont le protocole laisse à désirer. Celle de Montalvan en 2015, donc étude randomisée contrôlée, 2 injections de PRP à moyen intervalle versus du sérum salé sur une épicondylite récente. Mais attention, les gens étaient recrutés alors qu'ils souffraient des 2 semaines de douleur. L'infiltration était égo-guidée sur 50 patients et aucun effet n'a été démontré à 6 et 12 mois. Alors ça montre que le PRP n'a aucun intérêt versus placebo dans les épicondylites récentes. En revanche, dans les épicondylites qui traînent, c'est un tout autre problème. Deuxième étude, concentré plaquettaire à épicondylite, étude de Shuffle. Donc là, 50 patients ont été recrutés, même type de préparation. On faisait des injections en dry needling après anesthésie locale à la lidocaïne. Mais attention, il est connu que la lidocaïne inactive les plaquettes. Et donc faire une anesthésie locale à la lidocaïne entraîne l'absence d'efficacité des plaquettes. C'est pour ça qu'il est recommandé, et il était déjà recommandé d'ailleurs avant que cette étude ne soit publiée, de ne jamais utiliser de lidocaïne au contact du PRP pour éviter de désactiver les plaquettes. Et enfin, si l'on compare le PRP au traitement, disons, des cas les plus difficiles, c'est à la chirurgie, eh bien, 2 études rétrospectives ont montré l'une une efficacité complète du PRP versus chirurgie et une deuxième une supériorité des infiltrations de PRP versus un traitement chirurgical qui consiste à exciser les zones de mauvaise qualité et à peigner donc le tendon ou à carrément le désinsérer. On parle alors de ténotomie. Bien entendu, il est illusoire de réaliser des infiltrations intratendineuses de PRP sans contrôle échographique. Si une infiltration de corticoïdes en périphérie du tendon ne pose pas de problème, une infiltration dans le tendon sans contrôle échographique se termine dans 60% des cas en intra-articulaire. Alors d'autres produits ont été utilisés récemment, tels que l'acide hyaluronique, avec une étude randomisée contrôlée multicentrique, 331 coudes infiltrés, 166 placebo, 2 injections à 7 jours d'intervalle, et vous voyez un résultat supérieur, y compris à 1 an, du groupe acide hyaluronique versus groupe contrôle, sur des critères tels que la douleur lors du grip, c'est-à-dire lors du serrage de main contre force, et de la force développée par ailleurs. Autre thérapie à la mode, la toxine botulique, donc là dans une étude randomisée contrôlée, 60 patients. L'évaluation était faite sur l'EVA douleur à 4 et 12 semaines et sur la force de serrage. Et bien là encore, on trouve par rapport au placebo une supériorité dans 2 études de la toxine botulique. Mais attention, il y a parfois des effets secondaires avec une faiblesse de l'extension des doigts, ce qui est normal, puisque le but est de paralyser, ou en tout cas d'entraîner une fatigue, un déficit musculaire des muscles qui auront été infiltrés, et une paresthésie des doigts. Donc ça, parfois, ça peut poser problème chez les sportifs ou le travailleur manuel. Donc c'est un traitement qu'on garde sous le coude plutôt pour en dernière intention avant la chirurgie. Alors certaines études montrent un résultat intéressant du criblage simple, réalisé sous échographie. Donc ici un criblage plus infiltration cortisonnée dans l'étude de McShane, 58 patients, pas de bras contrôle, 80% de très bons et bons résultats. Et dans le criblage sans infiltration cortisonnée, publié par McShane encore un peu plus tard, donc là encore 57 patients sans bras contrôle, on retrouve 92% de très bons résultats. Donc finalement, le criblage sans infiltration cortisonnée, ça marche vraiment très très bien. Bien entendu, aucune étude n'a été réalisée contre placebo, donc difficile de tirer des conclusions définitives. Alors, faut-il cribler le tendon ou faut-il faire une ténotomie à l'aiguille, c'est-à-dire une rupture complète du tendon? Eh bien, une étude randomisée contrôlée tente de répondre à cette question. Dans cette étude, une injonction de PRP était réalisée à la fin dans les 2 groupes.
On ne sait pas s'il y avait un contrôle écho ou pas lors de la réalisation du geste. Le criblage consistait à 5 allers-retours à l'aiguille, tandis que la ténotomie, c'était des allers-retours un nombre important de fois, et avec un arrêt quand le chirurgien sent que le tendon a lâché à la résistance de l'aiguille. Et bien à 40 mois de suivi, il n'y a aucune différence significative. En revanche, dans le groupe criblage, 25% des patients ont utilisé des thérapies supplémentaires après être passés dans les mains du chirurgien, et finalement 13% à la fin ont été opérés. Dans le groupe ténotomie, 10% ont utilisé des thérapies supplémentaires dans le suivi, et 4% ont finalement été opérés à ciel ouvert. Alors la chirurgie à ciel ouvert, elle est proposée après 6 à 12 mois d'évolution. De nos jours, c'est plutôt 12 mois que 6 mois d'évolution. Mais attention, les résultats, 5 ans après, retrouvent 28% de patients qui ont encore une symptomatologie persistante, donc quand même un nombre d'échecs relativement important. 9% par ailleurs des patients vont garder des douleurs modérées à sévères et parfois vont finir en invalidité. Alors, il y a des études intéressantes, notamment les ondes de choc. Nous revenons sur les ondes de choc, qui ont comparé donc ondes de choc et ténotomie chirurgicale. Et bien, à 3 mois, le score fonctionnel était bon ou excellent dans 74% des personnes opérées versus 65% des personnes qui avaient subi des ondes de choc. Et attention, dans cette étude très mal réalisée, puisque les ondes de choc, une seule séance était réalisée, alors que dans tous les protocoles que l'on retrouve dans la littérature, on fait au minimum 3 séances d'ondes de choc, donc certainement des résultats supérieurs si on respecte les protocoles d'ondes de choc. Et enfin, une étude relativement récente qui a montré que de couper un tendon à ciel ouvert ou simplement de faire de la chirurgie placebo, c'est-à-dire ouvrir le tendon sur un patient, ouvrir la peau chez un patient endormi et refermer derrière sans l'opérer du tout, et bien les résultats étaient équivalents à 6 mois. C'est une étude avec 13 patients dans chaque bras, et ils ont montré avec l'analyse statistique que pour avoir une différence qui tienne la route, il fallait recruter plus de 6000 patients. Donc vraiment des résultats pas très encourageants. On trouve beaucoup moins de publications sur l'épitrocléite. Le traitement médical est efficace dans la grande majorité des cas. Les corticoïdes, comme toujours, sont efficaces en aigu, mais pas dans le long terme. Et si les ondes de choc sont extrêmement efficaces dans notre étude rétrospective, les PRP sont supérieurs à moyen et long terme à la plupart des autres thérapies dans de nombreuses études. Alors en pratique, que retenir? Eh bien, voilà un poster que j'ai publié il y a maintenant 11 ans à Paris, lors du congrès de la SFTS. Au début, quand on voit le patient de façon récente, un repos relatif anti-inflammatoire localement, une glace localement, éventuellement de la mésothérapie, dont on parle très peu dans les études, mais qui donne des bons résultats sur la douleur à court terme, peuvent être proposés. Et puis en l'absence d'amélioration rapide, c'est-à-dire si les choses traînent quelques semaines, on peut proposer un patch trinitrine ou de la rééducation avec étirement et renforcement excentrique. Si c'est efficace, on continue le même protocole pendant de nombreux mois parce qu'un tendon c'est extrêmement long à cicatriser. Si en revanche on n'a pas d'efficacité nette, on peut proposer onde de choc ou plus récemment laser que j'ai rajouté sur ce diagramme. Et là on juge des résultats 2 mois après la fin du protocole de laser ou d'onde de choc, ou voire même un mélange des deux, laser plus onde de choc, que l'on est en train d'étudier actuellement au cabinet. Et puis en l'absence d'efficacité à 2 mois, et bien là on pourra proposer des infiltrations avec criblage tendineux, infiltration de plaquettes, infiltration de corticoïdes, mais on a vu que c'était plutôt néfaste. Et puis en l'absence d'efficacité là encore de ces traitements, alors à 2 mois, mais plutôt à 3-4 mois si on a fait du PRP, car les résultats doivent être jugés beaucoup plus tardivement, et bien là on pourra discuter toxine botulique ou chirurgie. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous invite au 3e opus qui aura lieu donc à Bayard en 2022, dans lequel je vous parlerai de la régénération des ménisques dans toutes les indications non chirurgicales. Merci de votre attention.